Cette course du Grand Prix de Miami, elle a été marquée par beaucoup de faits de course. Le plus resplendissant, celui le plus retentissant, le plus décisif, c'est évidemment l'intervention de la voiture de sécurité. On a entendu beaucoup de choses sur cette intervention de la voiture de sécurité. Il y aurait eu une erreur de la part de la direction de course parce que la voiture est sortie entre Lando Norris, qui à ce moment-là était premier parce qu'il ne s'était pas encore arrêté au stand, et Max Verstappen qui lui avait fait son arrêt pour faire son changement de pneus. On a entendu beaucoup de bêtises. La vérité, elle est très simple. Article 55.6 du règlement sportif de la FIA relatif à la Formule 1. La voiture de sécurité rejoint la piste avec sa rampe lumineuse allumée sans prêter attention à la position du leader. La voiture de sécurité, elle entre en piste quand on estime qu'il y a besoin de la faire rentrer. Au moment où le directeur de course appuie sur le bouton, le pilote, Bernd Mailander, il appuie sur l'accélérateur, il rentre en piste. Après, on voit comment on s'arrange. Effectivement, depuis quelque temps, il y avait comme habitude de rentrer devant le leader quand les conditions le permettaient. Là, ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait un tel écart entre Lando Norris et Max Verstappen qu'il est rentré entre les deux. Ça a donné un arrêt gratuit à Lando Norris. C'est vrai, mais ça n'est pas une erreur à la lecture du règlement sportif. Ça n'est pas une erreur de la direction de course. On estimait que c'était important. On ne prend pas position, hein, on tape régulièrement sur les décisions, mais là, pour le coup, c'est pas une erreur. Pour autant, il y a eu des choses à dire tout au long de ce week-end. Là, ça fait copieux, là, hein, franchement. Il y a eu surchauffe dans la salle de décision et de visionnage des commissaires, des fédéraux. J'ai quand même vu des choses qui m'ont un petit peu choqué. Hein. En sprint, Ocon qui prend une pénalité de 10 secondes parce qu'il sort négligemment, enfin son équipe le fait sortir négligemment de son emplacement et il coupe la voie à Charles Leclerc. Il vient percuter Charles Leclerc. Cette image, elle est assez étonnante. On a l'impression qu'il regarde ailleurs. Bon, il l'a expliqué après, c'est une mésentente, mais le fait est là et en fait, il purge sa pénalité pendant une neutralisation. Tout va bien, voilà. Donc c'est une pénalité fantôme. Oui, exactement. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors. Moi, je trouve qu'en fait, il faudrait purger les pénalités dans les vraies conditions de course, sous le drapeau vert, point. Voilà. Ou alors, si vraiment tu as besoin de rentrer et que tu le fais, eh bien, on te rajoute 10 secondes. On a l'évaluation à chaque fois du temps précis passé dans la pit lane sous régime de neutralisation, eh bien, qu'on prévoit aussi, dans ces cas-là, un ajout de temps, c'est-à-dire un temps à observer d'arrêt au stand supplémentaire, et puis tout le monde repartira à égalité. Voilà. Donc là, je me suis dit, on a encore raté quelque chose, et on l'a sous le nez régulièrement, ce cas de figure. Et puis dans les stands, il s'en est passé une autre belle pendant la neutralisation, quand on a demandé au pilote de passer dans la voie des stands avec un Lewis Hamilton qui oublie d'actionner son limiteur et qui fait des accélérations dans la voie des stands. Allez, tout va bien. Voilà. Mais concernant ce sprint, je note aussi qu'ils se sont un petit peu loupés quand même sur l'évaluation de l'incident provoqué par Lewis Hamilton au départ. On revoit sur les images que Fernando Alonso en fait se loupe, il se décale à gauche, c'est lui qui percute Stroll, qui rebondit dans Norris, et tout de suite Norris, quand il revient, on pense qu'il a déjà vu les images, il dit c'est Hamilton. Hein, il est arrivé, Alonso a dit il est arrivé comme une balle, et en fait si tu regardes bien Gilles, la caméra embarquée, Alonso, c'est hallucinant. Il regarde devant, il regarde derrière. Il voit arriver Hamilton. Il check le rétroviseur gauche. Il dit c'est bon, j'ai personne dans mon environnement qui peut me créer un problème. Et là, il voit tout de suite et son regard reste posé assez longtemps. Oui, c'est vrai. Alors que cette phase est cruciale. Et il voit Hamilton en perdition arriver sur sa droite. Il essaie de lui faire le plus de place possible. Donc il se décale et il réagit un petit peu trop tard, il rentre dans Stroll, et c'est de là que ça devient le problème. Et les commissaires ont dit, non, en fait, affaire classée. Alors que c'est Lewis Hamilton quand même qui s'est un petit peu oublié sur ce coup-là, et son explication d'ailleurs faisait bien comprendre qu'il se sentait coupable. Bon, donc on est passé là-dessus, et puis après, alors là... Festival Magnussen. Le cirque Magnussen, je ne sais pas comment est-ce que... C'est la stratégie du cynisme, au moins assumée, clairement. Hein. Alors... C'est un peu compliqué parce que je vais te dire mon avis, après tu nous donneras les chiffres, mais ils sont fous. J'ai un peu le sentiment que Magnussen, débordé maintenant clairement par Nico Hülkenberg, est un peu devenu l'homme de main de chez Haas, et que, alors déjà qu'il n'était pas tendre avant, ça devient vraiment très très rude, comme dans tout, dans la défense, dans l'attaque, dans le comportement, ça devient vraiment compliqué.
il a accumulé 105 secondes de pénalité en temps depuis le début de la saison, quand même, dont 65 sur ce Grand Prix, si j'ai bien compté. Hein. Voilà. Et ça avait commencé un petit peu au Grand Prix d'Arabie Saoudite, où il avait fait 2 obstructions, des sorties de piste compétitives pour rester devant un concurrent, de sorte de ménager un écart suffisant à Nico Hülkenberg, son coéquipier qui était devant lui, pour lui permettre de rentrer et de lui offrir la possibilité de ressortir en piste devant. Et de marquer donc un point. Et c'est pour ça que je dis... L'équipe l'avait chaudement remercié. Hein, oui. Et Hülkenberg avait dit, ce point, c'est aussi celui de Magnussen, parce que sans ça, je n'aurais pas marqué. Bon, moi, ça me rappelle un petit peu le comportement qu'avait Eddie Irvine à l'époque où il était coéquipier de Michael Schumacher chez Ferrari, où en gros, on demandait parfois à Eddie Irvine d'aller faire un peu les choses un peu borderline. Le chien de garde, quoi, voilà. C'est tout. Hein, voilà, le sale boulot. On va dire les choses comme elles sont, parce que franchement, c'est pas propre dans cette histoire. Et là, il recommence parce que, effectivement, il a envie de se sentir utile vis-à-vis de l'équipe, donc il a recommencé.